c'est un grand plaisir ce soir de vous accueillir toutes deux parce que vous êtes deux créatrices sonores importantes du moment et selon le principe de ces rencontres, c'est d'avoir eu le plaisir de vous faire rencontrer et puis maintenant dialoguer à partir, autour de vos travaux. Parce que ce qui relie bien évidemment vos démarches, c'est cet objet sonore qui est au centre de vos créations, de vos passions, de vos existences, même j'aurais tendance à penser, et dont vous vous intéressez à la fois à la dimension, bien sûr, esthétique, mais aussi à l'objet d'investigation, au support que cela représente, et bien évidemment aussi aux situations d'écoute qui en découlent, des environnements sonores, que par toutes sortes de principes, vous travaillez, vous analysez, vous pratiquez depuis des temps différents, mais selon des modalités et des inscriptions aussi sociales ou sociologisantes différentes, puisque Mylène Pardoën, vous êtes musicologue, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, rattaché à la Maison des sciences humaines de Lyon-Saint-Étienne. Vous êtes donc docteur en sociologie et en musicologie, pardon, oui. Mais le fond de cette idée quand même et de cette rencontre a une dimension pour moi sociologique. Donc c'est pour ça que peut-être cette dimension-là l'a emporté à cet instant. Non, vous êtes en effet musicologue et vous avez depuis une quinzaine d'années inventé un prolongement scientifique autour de ces deux passions, l'investigation scientifique et l'expérimentation sonore qui vous anime. Vous avez mis en place des processus autour de ce que l'on appelle maintenant, grâce à vous, l'archéologie du paysage sonore. Nous traverserons un certain nombre des éléments et de vos terrains d'études, notamment ce que vous avez, ce projet qui se poursuit, intitulé Bréthèse, du nom de ce cartographe et architecte du XVIIIe siècle, Louis Bréthèse, et du plan Turgot de Paris qu'il avait mis en place. Nous y reviendrons, à partir duquel donc vous avez créé donc toute une série de prolongements, d'investigations, d'objets qui vous ont mené d'ailleurs jusqu'à tout récemment être expert scientifique dans le cadre du chantier de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et ce pan d'investigation, avec ce souci de contextualisation, de reconstitution, de constitution, et nous reviendrons sur tous ces éléments, vous a ouvert aussi un autre espace d'investigation qui est celle de l'archéologie du patrimoine sonore, tout particulièrement centré sur les gestes artisanaux, leur sensorialité, et tout cela notamment dans le cadre du CNRS, mais aussi de toutes sortes d'autres programmes de recherche qui quelquefois d'ailleurs s'engrènent les uns les autres, donc je ne les évoquerai pas tous, mais j'évoquerai peut-être plus précis, enfin plus brièvement, un programme dont nous entendrons quelques éléments qui s'appelle Chronospédia, voilà, et qui s'intéresse au patrimoine de l'horlogerie traditionnelle. Ouais. Voilà. Et dans ces interactions avec l'horlogerie aussi actuelle, et ses savoir-faire et ses formations et expérimentations. Votre carrière scientifique s'est développée sous forme de très nombreux articles parus dans des revues scientifiques en France, mais aussi bien sûr au plan international, les contributions à des volumes, et ces investigations vous ont valu une grande réputation. Vous êtes lauréate de très nombreux prix et récompenses, notamment vous êtes médaille de cristal du CNRS, et puis plus récemment vous avez reçu le Caire d'or, à la fois dans la dimension technique et application. De son côté, Lorraine Tortil est artiste sonore, mais pas simplement sonore, puisque elle aussi, son travail a pour point de départ le son et les contextes d'écoute, les sound studies qui de longue date l'ont intéressé, et puis aussi l'archéologie des médias qui est au centre de sa démarche. Son travail a aussi des prolongements visuels, notamment sculpturaux ou de l'ordre de l'installation, puisque
il y a aussi dans son travail, ce qui la rapproche tout particulièrement d'une démarche scientifique, un intense travail d'archivage, d'exploration. Nous en parlerons sans doute, ce qui d'ailleurs l'incite maintenant à être aussi par ailleurs doctorante à l'EUR CAPS à Rennes 2. Elle nous parlera de ses recherches en cours, qui lie bien évidemment création et réflexion et aspect théorique. On a pu voir son travail dans de très nombreuses institutions, en France comme à l'étranger, à la Fondation Pernod Ricard, bien sûr, à la Fondation Vuitton aussi, à la DAGP, à Béton Salon, au Centre Pompidou, j'en oublie, au FRAC Île-de-France aussi, à la Villa du Lac à Annemasse, mais aussi à l'étranger, au Musée de la Joliette, au Canada entre autres, à la Biennale de Sao Paulo, et puis l'année dernière, tu étais au Japon en résidence à la Villa Kujōyama. Ton travail se déploie aussi, nous en parlerons aussi, sous des formes d'impression ou de livres, puisque tu es l'autrice d'un formidable livre, Une généalogie des grandes oreilles, qui a été publié par Tombolo Press il y a quelques années. Voilà, donc nous allons, voilà, vous avez choisi de tresser vos préoccupations et peut-être je vais vous laisser d'abord peut-être vous représenter, vous reformuler peut-être ce que le point de départ ou le point actuel de vos recherches et de vos positionnements, là aussi peut-être un peu sociologiques. Je vous laisse la parole, Lynette, peut-être pour vous rappeler quelques éléments de votre... Oui, donc, alors, moi je suis initialement archéologue du paysage sonore et suite à mes travaux sur le chantier Notre-Dame, un chantier scientifique ministère de la Culture Notre-Dame, j'ai élargi mon spectre initial qui était déjà bien riche à l'archéologie du patrimoine sonore. C'est-à-dire que je vais aujourd'hui étudier, analyser tout ce qui touche à la sensorialité des métiers de l'artisanat et de la restauration. Ça fait beaucoup de travail, j'avoue, mais ma réflexion, elle est en tant que sciences humaines sociales, qui n'est pas un travail de sciences de l'ingénieur, mais bien un sciences humaines. Et ben, je travaille sur la matière son pour essayer de comprendre cette matière. Moi j'appelle ça la barbe à papa parce que c'est toujours la même et elle est pourtant tout le temps différente, hein, comme l'eau sous les ponts, et ça fait mon plaisir de tous les jours. Donc, j'ai quelques outils puisque j'ai la spécificité de gérer la totalité de la chaîne de production, de la recherche d'informations dans les sources, on verra tout à l'heure, jusqu'à la diffusion, et j'ai cette spécificité de faire des diffusions immersive. J'ai donc monté de toutes pièces une petite salle immersive à Lyon de 46 haut-parleurs en latéral et en élévation. Donc vous avez des sons partout et les jeunes publics, quand ils viennent visiter, ils sont contents, ils se roulent par terre parce qu'il y a des sons et ils écoutent les sons en haut. Et ça, c'est vraiment une spécificité. Et pour recréer tout ça, j'ai des micros, donc je vais sur une phase aussi de captation et de traitement du son, et je le traite avec un logiciel de spatialisation. Je pense avoir tout dit très rapidement. Merci. Lorraine? Bonjour à tous et à toutes. En tant qu'artiste plasticienne, je ne vais pas vous refaire mon parcours aux Beaux-Arts, mais, mais ça fait à peu près une dizaine d'années que je pratique donc mon art. Avec une préoccupation première qui est donc l'écoute. Donc j'ai beau revendiquer le fait d'être artiste visuel et sonore, c'est quand même l'écoute qui motive toujours mes créations. Je m'intéresse vraiment aux différents processus d'écoute, aux différents processus attentionnels. Et ces dernières années, j'ai commencé effectivement un projet de thèse à l'EUR CAPS à Rennes, qui est un nouveau programme de recherche des approches créatives dans l'espace public, où là en fait j'oriente vraiment ces notions d'écoute dans l'espace public, et en particulier ce qu'on appelle l'écoute médiate. Donc une écoute que j'avais abordée dans mon livre Une généalogie des grandes oreilles. Donc écoute médiate dans le sens où il y a un médiateur entre notre oreille nue et la source sonore qu'on va entendre. Donc c'est toute une écoute qui est apparue vraiment fin 19e et qui s'est complètement déployée dans le 20e siècle. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de cette écoute-là, mais en l'occurrence mes derniers projets sont vraiment portés sur cette écoute-là. Et contrairement à une généalogie des grandes oreilles qui s'était intéressée à un territoire militaire, qui était celui de la surveillance de masse, et donc tout ce que
l'humain avait créé comme dispositif de surveillance, donc notamment par l'écoute. Aujourd'hui, dans mon projet de thèse, je m'intéresse vraiment aux technologies individuelles qui nous isolent dans les espaces publics, d'où mon intérêt pour le Walkman, dont je vais vous parler après. Voilà, tu vas peut-être poursuivre et enclencher cette présentation qui sera entrecoupée aussi de présentations de certains travaux de Mylène. Alors, pour redonner un contexte à ce projet, je n'ai pas précisé, dans mon travail artistique, je me saisis toujours d'un phénomène contemporain que je constate, que vous pourriez constater vous aussi. Et là, en l'occurrence, ça remontait en 2020, c'était le confinement, et j'ai commencé à apercevoir que via nos relations médiatées par l'ordinateur et les visioconférences et les discussions, les apéros en ligne et compagnie, l'usage des écouteurs audio était extrêmement présent dans notre quotidien. Voilà. Et donc je me posais la question de cet objet qui était censé nous divertir, qui devenait finalement un objet de cloisonnement de notre espace domestique, puisqu'il nous permettait de nous retirer des bruits de l'habitat. Et de fil en aiguille, en fait, comme mon précédent livre, j'ai voulu mener une enquête sur les dispositifs qui ont précédé en fait, cette écoute actuelle et individuelle. Et il s'est révélé que le Walkman a apparu comme un dispositif qui a opéré un tournant majeur au XXe siècle, puisque c'est la première fois qu'on pouvait sortir de notre espace domestique pour écouter de la musique seule, avec des écouteurs, dans l'espace public. Donc je ne vais pas aborder les questions de radiophonie, parce que la radio exportait déjà les sons dans l'espace public, mais là c'était vraiment l'idée que tout d'un coup on donnait un individu qui volontairement s'extrayait, s'isolait de l'espace environnant. Donc ce que vous voyez à l'image, c'est effectivement donc, le tout premier Walkman qui a été sorti en 1979, donc appareil créé par la marque Sony, donc marque Nippon. Pour résumer le Walkman, à la fois c'est révolutionnaire dans le sens où ça a transformé les modalités d'écoute de la musique, mais en tant que tel, si on écoute les ingénieurs, en fait, c'est juste une succession c'est juste la miniaturisation d'une succession d'autres appareils, donc c'est pas si innovant. Ils ont été très innovants en miniaturisant et en assemblant des composants qui n'étaient pas jusqu'à maintenant. Et donc sur l'image de droite, c'est ce qui m'a le plus intéressé, le fameux lancement, le non fameux lancement du Walkman, dans le sens où Sony en fait a organisé un lancement le 22 juin 1979 pour communiquer auprès des journalistes sur cet appareil, donc qui était complètement inédit puisqu'il ne dépendait pas d'une étude de marché. Donc il n'y avait pas de concurrence. Sony a juste eu vraiment l'initiative de lancer cet objet, on va dire spontanément par conviction des directeurs de l'entreprise, qui voulaient écouter de la musique en prenant l'avion, entre autres. Et donc, ils ont décidé de faire un lancement atypique, où plutôt que d'inviter le groupe de journalistes à venir dans un espace pour montrer le produit sur un socle, ils les ont invités à se rendre au Sony Building pour être ensuite invités à monter dans un bus. On leur a transmis un Walkman et ils étaient invités à mettre play au même moment. Et de là, ils ont fait donc un parcours dans la ville en bus. Et arrivé au parc Yoyogi, on les a invités en fait à changer la phase de la cassette. Et là, ils rentraient dans une deuxième phase d'expérience qui était celle d'une sorte d'orchestration. Et donc, dans le parc, parmi plein de passants, il y avait des performeurs donc, dissimulés parmi le groupe, qui avaient eux aussi un Walkman qui leur transmettait des instructions. Et donc, en gros, journalistes et performeurs recevaient des instructions pour créer une sorte de situation parmi la foule. J'ai oublié la chose. Et oui, j'ai pas précisé, mais donc cette cassette audio en fait donc transmettait aux journalistes, faisait un peu office de partition audio, et en même temps, ce qui m'intéressait, d'archives sonores aussi, puisque ça recense en fait tout ce qui s'est opéré dans le parc ce jour-là, un instant T. Et je disais un lancement non fameux, puisqu'en fait Sony a considéré que c'était un échec. Les journalistes n'ont pas du tout compris l'intérêt de cet objet. Ah oui. Et ils n'ont pas compris. Mais Sony a rebondi pour le coup, quelques mois plus tard, parce que tout ça s'est passé très très vite, a rebondi en fait en comprenant que c'est les jeunes qui allaient être intéressés par ce produit. Et donc à partir de là, ils ont mis en place une sorte de matraquage dans l'espace public où ils donnaient aux jeunes directement des Walkman pour qu'ils expérimentent eux-mêmes et qu'ils se rendent compte du potentiel d'écouter sa propre musique en marchant.
Donc cette recherche, j'ai pu en 2023 me rendre à Tokyo. J'ai mis en place en fait un échange à distance avec le siège social de Sony, qui au premier abord me paraissait une entreprise complètement inaccessible, mais au fur et à mesure j'ai réussi à trouver des portes d'entrée. Et donc je leur ai demandé à avoir accès à des informations concernant ce lancement, puisqu'en tant qu'artiste, cette orchestration médiate dans l'espace public qui se saisit d'une technologie au premier abord individuelle pour en créer un événement social m'intéressait particulièrement. Donc j'avais en tête de vouloir retrouver cette fameuse cassette pour voir le potentiel de cette partition si elle devait être réactivée aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir sur les images le Walkman que j'ai pu tester donc, sur place. Donc j'ai été reçu par Takanobu Kishi, qui est le PR manager de Sony City, pardon. Et il faut savoir que les Nippons ont un rapport aux archives qui est particulier, où c'est pas numérisé comme en France. Il faut vraiment faire des demandes. De là, on nous donne accès à certains documents, mais on n'a pas le droit de les photographier, on n'a pas le droit de les scanner. Enfin, tout est quand même sous contrôle. Donc là, c'est certains des éléments qu'il a bien voulu partager avec moi. Où on voit d'ailleurs, en fait, excusez-moi, je n'ai pas précisé, donc 2 images de ce fameux lancement. Bien évidemment, j'ai demandé à Sony qui me donne accès à la cassette que je voulais donc faire traduire. Et cet homme-là et d'autres par la suite ont maintenu que la cassette n'existait plus. Donc en fait, ma recherche a pris un autre tournant, ça a été de donc mener une enquête pour reconstituer cet événement sonore qui n'existait plus, sachant qu'il y avait donc très très peu d'éléments en tant que tel chez Sony. Il fallait que j'aille chercher ça ailleurs en fait. Et finalement, ma seule source première pour reconstituer ce lancement était cette toute première image que je vous ai montrée en couleur où on voit un skater. Et après, j'ai eu le droit à ces 2 images. Enfin, j'avais quand même très peu d'éléments pour reconstituer. Donc, il a fallu rencontrer d'autres personnes et puis approfondir. Peut-être Mylène sur cette narration, cette quête, peut-être. Disons que quand on se plonge dans le passé, on est confronté au même problème. Moi, si je travaille sur le XVIIIe siècle, les indices sonores, on est vraiment obligé d'aller fouiller toutes les sources, on verra un tout petit peu plus tard, d'aller chercher, mais morceau par morceau. Si j'explique le temps que je passe dans les archives pour essayer de comprendre l'articulation sonore du passé, c'est complexe, parce que pour eux c'est important. C'est beaucoup plus important que nous, l'écoute est beaucoup plus importante, mais en fait il y a peu de témoignages. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des textes littéraires, des œuvres. Ah mais tout est bon. On peut gagner de l'information vraiment partout. Mais c'est soit ça n'a pas été scanné, donc ça veut dire qu'il faut aller dans les archives et puis il faut essayer de comprendre. Par exemple, quand j'ai travaillé moi sur Notre-Dame à 1170, c'est pas tout à fait le français d'aujourd'hui, ou pas du tout, donc on est obligé de passer par un tiers et de faire attention à la traduction, à l'interprétation, c'est très important. Donc là c'est pareil, le travail de recherche pour trouver de l'information à partir de 2 ou 3 photos, puisque quelque part il y a un blocus sur... Elle existe peut-être, cette cassette, mais elle n'est pas accessible, eh bien il va falloir avoir l'information différemment. Donc, mener des enquêtes en périphérie. En fait, la plupart du temps, quand on veut une information qui se trouve là, eh bien, il faut faire le tour de France pour avoir l'information, pour la recouper cette information. On y arrive, mais c'est beaucoup plus long. Si on avait la cassette, ça serait mieux. Ouais. Alors Lorraine, oui. Non, j'allais dire que finalement, j'aurais eu la cassette, bon, ça aurait été peut-être plus facile, mais finalement, je suis très contente de ne pas avoir eu cette cassette, parce que tout ce travail, est finalement le plus excitant, puisque qui dit reconstitution, dit quand même une reconstitution partielle, parce qu'il est quand même difficile d'avoir l'entièreté des informations, et puis on n'est que sur en tout cas pour ma part, j'ai été donc sur quelques clichés photographiques, un extrait vidéo donc, que le groupe Sony a bien voulu me montrer, qui devait durer à tout péter 20 secondes. Et ça n'avait pas été enregistré dans sa totalité? Non, et c'était, peut-être, mais encore une fois, c'est libre, fait des japonais, c'est mystérieux. Je ne sais pas à quel point il y a de la rétention aussi, vu qu'on est dans une grande multinationale. Bien sûr.
Et en tout cas, il m'a montré cette vidéo, donc j'avais pas le droit de la filmer, j'avais pas le droit de la photographier, mais par contre, je pouvais enregistrer le son. Et j'avais le droit de lui demander autant de fois que je voulais de la voir. Donc je lui ai demandé de la visionner 6 fois, et puis il me l'a mis 6 fois. Et donc ça me permettait en fait de faire des dessins, de copier, enfin de noter le maximum. Donc ce que vous voyez à l'image est un fragment du carnet. Et finalement, le plus important, ça a été aussi les rencontres, les témoignages. Donc je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais beaucoup de témoignages. Donc là, on entrecroise les souvenirs. C'est très important de croiser les informations. En fait, pour avoir une information qui reste pertinente, donc qu'on soit dans un travail de restitution à visée artistique ou à visée scientifique, comme moi, le terrain de base, c'est recouper ces informations. Moi, si l'information, je ne la retrouve pas 5-6 fois, même sous des formes différentes, en tout cas, je ne peux pas être certaine que l'événement qui est en train de se dérouler, dont j'ai trouvé trace, soit véridique. Tout simplement parce que, à part les documents administratifs, où là, la plupart du temps, c'est pour payer des impôts, donc c'est sûr que c'est juste. Tout le reste, il y a beaucoup d'émotions. Tout témoignage qui nous parvient, que ce soit au niveau de cette cassette ou tous les témoignages autour, ils sont... alors, il ne faut pas le prendre comme un vilain mot, mais il y a un biais, ils sont biaisés par l'émotion. Or, quand on veut faire un travail scientifique, l'émotion, elle n'a pas vraiment sa place, puisqu'il faut qu'on soit certain ou certaine de ce que l'on a trouvé comme information. Mais par exemple, en lisant des textes littéraires, en compulsant des archives, vous faites des schémas aussi, vous recopiez des fragments de phrases, comment ce travail se met en place? Alors ça dépend, ça dépend des témoignages sur lesquels on travaille, et puis ça dépend de ce que l'on va faire. Pour le 18e siècle, vous utilisez beaucoup Mercier, les Nuits de Paris. Alors, voilà, les tableaux de Paris. Alors les tableaux de Paris, je vais les analyser sensoriellement parlant, et ils sont très sensoriels. C'est fou, hein, mais alors pas les 5 sens, mais 4, parce que le toucher est peu présent, mais tous les autres sens sont vraiment à l'intérieur. Alors il faut les débusquer, bien sûr, parce qu'il ne va pas nous dire ça sent le café, ou ça sent, ou j'ai goûté une pâtisserie. Mais on a un certain nombre d'informations qui sont très intéressantes dans les tableaux de Paris. Et puis on va recouper avec plein d'autres informations qu'on verra tout à l'heure. Et tout est intéressant et tout apporte de la connaissance. Mais tout comme là on a des témoignages et des informations qui viennent enrichir parce que nous, quand on va, je suppose que toi c'est pareil, quand on va s'emparer d'un objet qui va mener notre recherche, qu'elle soit, comme j'ai dit, à visée artistique ou pas, quelque part, on se projette à l'intérieur. Donc pour se projeter, on est obligé de nourrir cette réflexion. Et pour se nourrir, on va essayer d'avoir de l'information. Ce qui est intéressant dans le Sony, c'est qu'ils ont voulu faire interactif et ça n'a pas du tout marché. Aujourd'hui, ça fonctionnerait à 200%, puisqu'on est dans l'interactivité, ça fait partie presque de notre quotidien. S'il n'y a pas un bouton à appuyer et si on n'est pas en interaction, on a du mal à percevoir à quoi sert l'objet. Et là, il y a un objet et on leur dit il faudrait peut-être faire ça et ça fait un flop. Moi, franchement, ça m'interpelle. C'est quelque chose qui semble hors du temps alors que c'est dans le temps présent. Donc là, cette phase de ton travail, Lorraine, c'est après... Là, c'est on va dire une mise au clair de la vidéo que j'avais visionnée chez Sony. D'accord. Et ça que je n'avais pas précisé par rapport au lancement, peut-être là aussi où ils se sont plantés en s'adressant à des journalistes ayant entre 40 et 60 ans, c'est que... en fait, ils ont fait une démonstration. En fait, ce lancement, c'était juste une démonstration de comment utiliser le Walkman dans l'espace public. Donc il y avait des skateurs, des rollerbladers et rollerbladeuses, des joggers et joggeuses. Il y avait un couple d'amoureux qui se tient la main, parce qu'il faut savoir que le premier Walkman avait une particularité à l'époque qui à mon sens était génialissime, mais qui a été très vite enlevée au deuxième Walkman, c'est qu'ils avaient fait une écoute à 2 possible. Il y avait 2 prises jack, donc on pouvait écouter à 2 la musique. Donc il y a quand même cette envie de créer duo au moins. Donc voilà, donc en fait c'était juste un enchaînement de démonstrations.
Et donc là, ce que vous voyez, c'est juste, oui, c'est la transposition, on va dire, la clarification de souvenirs, donc de cet entretien que j'ai eu, de cette vidéo que j'ai visionnée, donc en présence d'une interprète, effectivement, puisqu'il fallait une... Donc c'est nos deux esprits réunis, nos deux mémoires réunies qui se formalisent dans cette notation. Je peux passer à l'autre. Donc, toujours dans cette notion de reconstitution, vu que le lancement a eu lieu en 79, ça fait quand même quelques décennies, il y avait quand même beaucoup de flou, rien que sur l'emplacement même du lancement. Donc tout ça à partir de cette fameuse première image qui était en couleur au tout début du PDF, j'ai pu mener mon enquête dans l'image. Donc c'est comme toi, donc toi tu as cherché des sensorialités dans l'image, moi j'ai cherché des indices pour retrouver une localisation. Et donc il y avait quelques bâtiments d'architecture assez emblématiques, et donc j'en suis venue à retrouver dans Tokyo l'endroit même du lancement, donc c'est les images qui vous sont montrées là. Donc tout ça, ça nourrit aussi en fait la reconstitution, de comprendre l'espace qui depuis a évolué aussi. Mais la compréhension de l'espace est très importante quand on fait des restitutions de fresques sonores, par exemple pour Prothèse. Là, j'ai fait comme toi, j'ai mené une grande enquête puisque le Paris du 18e, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, donc il a bien fallu se repositionner. Et quels que soient les travaux que je fais, là actuellement je travaille pour Arte, pour un de ces films, je suis obligée de resituer l'action dans le temps, c'est-à-dire géographiquement, il faut la situer pour comprendre toutes les porosités qui ont pu exister en plus de l'appareil. Parce que c'était important aussi, il y a peut-être aussi cet aspect de compréhension de cet appareil qui nous isole à l'époque, mais quand même dans un espace public, s'isoler comme ça, c'est pas forcément habituel, mais il y a toutes les porosités qui restent très présentes et qui font l'entourage. Ici, on a des porosités, là, de temps en temps, vous avez le sol qui vibre. Ces porosités, elles font partie du lieu. C'est soit les trains, soit les métros, soit tout ça, ça participe aussi de ce que l'on va entendre, comprendre d'une localisation. Et partir pour essayer de retrouver un lieu, ça fait partie aussi de mon quotidien, puisque je ne fais pas que les gestes, mais le geste, on est obligé de le repositionner dans son lieu où il est exercé. Donc voilà. Voilà la méthode. Donc dans la méthode, moi c'est plein de millefeuilles, j'ai plein de plans. Donc vous voyez, j'ai fait comme un petit collègue, j'ai fait des plans, et puis surtout, je vais devoir délimiter les périmètres. Pourquoi ? Parce que c'est un travail monstrueux. Je ne sais pas combien de temps tu as passé. Donc, ce que l'on voit là en gris, c'est le plan. C'est le plan Turgot, plan Prothèse. Et à l'intérieur, moi dans ma grande folie, quand je me suis lancée dans l'aventure, je me suis dit je vais faire tout Paris. Et je dis tout de suite, même plusieurs vies, j'ai déjà pas mal de vies, mais plusieurs vies, je pense que je n'y arriverai pas. Donc il faut systématiquement contraindre tous les espaces sur lesquels on va travailler. C'est obligatoire. Si on ne contraint pas, on n'arrive pas. Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup plus d'informations. Et donc cette contrainte de périmètre, elle est obligatoire. Donc contrainte à un périmètre géographique, c'est-à-dire, voilà, toi c'est l'aire géographique où il y avait le Hofmann. Moi c'est l'aire géographique de Prothèse, donc là on est sur le quartier du Grand Châtelet avec des typicités. Contraindre une période, toi c'est une année, moi dans le temps c'est 5 ans, voire un peu plus, on est dans l'histoire, c'est du temps long, donc voilà, c'est en fonction de ce que je vais faire. Et puis moi je suis contrainte aussi sur une durée de diffusion, donc la plus longue durée sur laquelle j'ai travaillé c'est 6 minutes, et 6 minutes ça représente à peu près, allez je vais être gentille, 6 à 7 ans de travail. Donc voilà, ça demande beaucoup. Après on a une méthode, on va dérouler la méthode, et ça va être pareil pour toi, on va aller chercher collecte d'informations. Donc moi j'allais chercher de l'information dans les archives, tout est bon, mais vraiment tout, vous allez voir juste après. Ensuite, deuxième enquête, parce que tous les bruits et les sons que vous pouvez entendre dans tous les supports que vous avez à disposition sur mes travaux, sont des bruits et des sons du passé qui sont encore dans notre présent. C'est pas du bruitage et c'est pas du sound design.
C'est des vrais bruits et des vrais sons du passé. Mais alors, comment faites-vous? Vous pouvez rentrer, enfin, vous allez peut-être sans doute nous expliquer. Ben voilà, on va faire une grande enquête dans le présent et on va essayer de trouver. Voilà, je trouve tel métier, est-ce qu'il est encore pratiqué? Par qui? Je vais voir. Est-ce que vous acceptez que je vous enregistre? C'est la première enquête. On enregistre. Et puis la troisième étape, c'est celle de la restitution. Donc, un traitement informatique de tous les fichiers son pour créer une histoire. Donc là, quelque part, je suis un petit peu artiste, puisque je vais créer une histoire. Ça s'appelle hétérographier, puisque je n'écris pas. Je n'écris pas des textes. Je jette mes fichiers, donc je passe pas par des mots. Et puis surtout, je vais les diffuser. Alors, ma meilleure diffusion, c'est celle collective. Donc pas tout à fait comme le Walkman, quoique avec déjà deux, on est un peu plus dans le collectif. Mais bon, moi, je suis vraiment pour le collectif, tout simplement parce qu'on a tous notre façon d'écouter. Parce que toi aussi, tu as une posture de j'écoute quoi. Dans le collectif, on a tous des oreilles différentes. Et de ce fait, on peut confronter, tiens, j'ai entendu ça. Ah bon, t'as entendu ça? Et on va tendre l'oreille. Dans d'autres de tes travaux, Lorraine, tu proposes des moments d'écoute collective aussi. Oui. Il y a aussi d'autres formes. Oui, c'est des projets que j'ai commencé, je pense que la première balade sonore marche au nord, c'était en 2013, il me semble, 2014. Où il était déjà question de se déplacer dans l'espace public en écoutant en étant une attention conjointe. On était tous ensemble à écouter chacun sa propre écoute, mais mise en partage de l'expérience. Et le dernier projet en date est une des expériences les plus abouties à mon sens, où c'est avec Béton Salon que j'ai pu proposer un concert environnemental le long du canal, où là donc je demande à une centaine de participants, en tant que public, étaient invités à monter sur un bateau, et ce bateau remontait le canal Saint-Martin. Et donc c'est dans le cadre d'une exposition sur Pauline Oliveros, donc compositrice états-unienne qui a créé le concept de deep listening. Oui, dont un prolongement d'ailleurs avait eu lieu aussi ici à Alberto, à la Fondation Père de Rivera. Oui. Et donc je te rejoins, donc là il était vraiment question de mettre en coprésence une centaine d'oreilles, paires d'oreilles, vraiment avec des individualités propres à chacun, et de proposer cette séance d'écoute de 2 heures, non même 2h40 parce que ça prend du temps avec les écluses. Et donc je voulais expérimenter une sorte d'attention conjointe sur le paysage sonore, mais aussi, c'était une composition qui prenait en compte le paysage sonore. Donc en fait j'avais marqué des étapes tout le long du canal avec une trentaine de performeurs et performeuses. Donc ça pouvait être un concert avec les navigants du port de l'Arsenal, après un saxophoniste solo sous le canal Saint-Martin, dans le tunnel, puis une chorale, et voilà. Et donc en fait le public faisait l'expérience comme ça d'une sorte d'attention élargie au paysage, et hop, on se resserre sur une attention beaucoup plus volontaire et focalisée, puis ça réouvre. Voilà, donc tout ça en coprésence, donc forcément il pouvait y avoir aussi des interactions sur le bateau même. C'est important de jouer avec les porosités qui sont toujours très présentes. Donc je vous parlais de toutes les sources, voilà, toutes les sources que l'on peut avoir, des sources littéraires, mais aussi administratives, les PV de police, tout ce qui touche aux impôts. Donc vous avez les témoignages, les actes notariés, qui sont très intéressants parce que ça nous permet de connaître les intérieurs des maisons. C'est fou. Mais les actes notariés évoquent cette dimension sonore. Oui, parce que on va nous dire il y a des tapis, il y a des glaces. Donc à partir de ce moment-là, on commence à toucher des oreilles, les acoustiques des lieux, et on va comprendre. Par exemple, toute la batterie cuisine, elle est présente. Donc tout est vraiment décrit par le menu, puisque on paye pour tout. Donc comme on paye pour tout, on trouve les informations. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de dire j'ai tant de casseroles, si on a encore des casseroles, mais en tout cas, tout ça, on le dirait pas, alors qu'à l'époque, oui. Et ça nous permet justement de pouvoir restituer les intérieurs. Et les intérieurs, ils deviennent sonores. Sinon, on n'a pas de témoignage, on ne sait pas s'il y a une horloge, pas d'horloge. Une horloge à petit tac. On ne sait pas s'il y a une cheminée, pas de cheminée, voilà. Et là, on commence à comprendre. Et puis les PV de police, c'est intéressant parce que, en fait, tout le monde raconte cette petite histoire. Dans le lot, il y en a qui imaginent bien, parce que c'est toujours la même chose, mais on arrive à trouver des informations qui sont intéressantes et pas seulement le vol d'une bourse ou quoi que ce soit. Et puis, pour tout ce qui est témoignage des impôts, ça nous permet d'avoir les métiers qui sont présents et on les trouve de façon très localisée.
Et puis bien sûr, tout ce qui est objet du quotidien ou pas, puisque vous voyez que ces objets sont décorés et nous apportent des éléments sonores. Donc là, on rebondit sur les éléments sonores. Donc de fil en aiguille dans mon enquête, c'est comme ce que tu disais, Mylène, hein, je vais parler que de Sony pour l'instant, mais en fait, mes sources, je suis allée les chercher à la Diat Library, qui est l'équivalent de la BNF à Tokyo. Je suis allée beaucoup dans les magasins de seconde main, puisqu'en fait Sony avait compris qu'il pouvait communiquer, il fallait communiquer auprès des adolescents, donc je suis allée voir les lifestyle magazines des années 70-80. Je suis allée dans d'autres librairies plus spécialisées, dans des bibliothèques universitaires, enfin donc tout ça à l'idée de croiser les informations. Et surtout, j'ai eu le privilège, mais ça c'est dans un deuxième temps de recherche que j'ai fait à la Villa Kujoyama en janvier dernier, j'ai pu retrouver, alors ça c'était quand même magique, le Walkman a été conçu par 10 membres, 10 cadres supérieurs de Sony, qui avaient tous une spécialité. Et il se révèle que ces messieurs sont soit décédés, soit très vieux, mais il en restait encore un de vivant, qui est celui qui était d'ailleurs à l'initiative du lancement. Donc ça a été ma première source la plus riche, quoi. Et donc voilà, donc en croisant donc ces différents témoignages, j'ai pu reconstituer la cassette. Donc effectivement, vous verrez par la suite, c'est pas tant, enfin la reconstitution n'est pas un mode opératoire qui est systématique dans mon travail, mais là en l'occurrence, je voulais cet objet fantasmé, parce que je fantasmais cette partition depuis très longtemps, et donc je l'ai reconstituée. Et d'ailleurs, quand je la présente, c'est une pièce sonore qui m'a été commanditée par le FRAC Corsica. Je la présente comme l'écoute de la cassette. Enfin, j'ai fait un faux document. Et je vais vous faire goûter un extrait. さらに右側の橋の階段を降りてきている2人組のカップルをご覧ください。男女ともに青い短パンに白い T シャツで同じような服装をしています。そしてその後ろには2人の男性がついてきていますね。走るリズムに合わせて2人ずつ一緒に音楽を聴いているのがお分かりいただけるかと思います。音楽に合わせて走れるなんてなんという喜びでしょう。Ensuite, elle parle de deux autres couples, encore plus à droite, qui sont en train de descendre les marches d'un pont. D'abord, il y a un homme et une femme qui sont habillés de la même façon, avec un short bleu et un t-shirt blanc. Et ensuite, elle parle d'un autre couple de deux hommes qui les suivent. Et là, elle, avec une voix enjouée, elle nous dit qu'on comprend qu'en fait, ils écoutent la même musique parce qu'ils ont le même rythme de pas. Et ensuite, elle dit une phrase un peu du style oh, quel plaisir, quelle joie de pouvoir synchroniser ses pas en musique. Donc ça c'est donc un court extrait de la reconstitution. Donc oui, je vais peut-être pas être assez clair, mais dans le processus il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu reconstituer la cassette, donc sur un support, de reconstituer le contenu et l'enregistrer sur un support de cassette audio, donc typiquement de l'époque. Et par la même occasion, j'ai réussi à acheter au Japon le fameux Walkman TPS-L2, le tout premier, pour avoir exactement, j'étais intéressée par ces bruits de boutons, ces bruits de bande, enfin je voulais revivre cette expérience première sur le Walkman d'origine. Et donc là en fait c'est une mise en situation où je vous fais croire que je suis dans le parc Yoyogi où a eu lieu l'enregistrement, avec une interprète qui, avec moi, écoute et traduit en simultané la bande-son. Or, contrairement à toi, enfin non, pas contrairement à toi, mais tout est c'est une histoire de montage en fait. Tout ça n'est que montage, et cet événement n'a finalement pas eu lieu dans le parc. Tout n'est que fiction. Oui, mais c'est pas dramatique. En fait, la mise en situation est intéressante, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le fait qu'il y ait présence de porosité, parce qu'elles étaient peut-être pas aussi prégnantes qu'aujourd'hui. Comme tout élément, en fait,
les ambiances sonores, elles évoluent et elles n'ont pas tendance à diminuer en volume, mais plutôt à augmenter, hein, puisqu'on est quand même sur des puissances qui sont assez dérangeantes de plus en plus. Moi, je viens de Lyon et je peux vous dire que Paris est bruyant, mais Lyon aussi, en intérieur et en extérieur. Et beaucoup en intérieur d'ailleurs. Le métro lyonnais est beaucoup plus bruyant que le métro parisien. Et ces porosités, elles font partie de notre quotidien. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre oreille, elle s'habitue, mais pas notre corps. Hein. Il subit quand même toutes ces fréquences, il les subit. Donc voilà, la deuxième partie de mon travail de recherche, c'est une collecte sur le terrain. Et donc là, je vais partir avec mes petits micros ou mes gros micros. Enfin, ils ne sont pas aussi gros que ceux-là. Ils ont plutôt l'air de cigares en général quand j'ai des grands micros. Et sinon, j'ai des tout petits micros, vraiment petits, qui font 2 mm de diamètre, que je vais glisser un peu partout pour être au plus près de la captation. Donc, je ne sais pas comment tu fais tes captations. Moi, mes captations, le plus petit nombre de micros, c'est 3. Et je peux aller jusqu'à 25, voire 30 micros pour un seul geste. Tout simplement parce que, comme ce que je vais rechercher, c'est l'écoute de la personne qui va travailler ou qui est en situation, j'ai besoin d'attraper tout ce qui fait sa spécificité. Et dans ce cadre-là, j'ai développé un projet qui s'appelle Esphaistos, et c'est l'étude et l'analyse sensorielle des métiers de l'artisanat. Et dans ma folie, aujourd'hui, je vais capter aussi bien le bruit du fil de soie ou du fil de laine que, là on voit le feu. Donc je pose la question de savoir si on pouvait identifier, ou en tout cas si chaque feu avait sa typicité. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, oui, donc j'ai développé une sorte de tube pour aller capter le bruit du feu dans le feu. Donc je ne vais pas faire brûler mes micros, parce que c'est quand même un peu chaud le feu, hein. Mais voilà, il y a toujours moyen de déporter pour aller capter le son. Et donc vous voyez là, vous avez un certain nombre de micros. Chaque micro a sa spécificité, a sa directivité et surtout sa couleur. Et si on a des micro-voix, un micro-voix, on ne peut pas s'en servir pour aller récupérer par exemple de la pierre. Et là vous avez une captation par exemple pour la pierre, je vais être avec un dispositif dit aérien, comme là vous avez un micro qui va suivre le travail du tailleur de pierre, et puis j'ai des micros sur la matière pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, voire des micros sur l'outil, puisque une partie de l'information passe par nos mains, hein, par conduction osseuse, et tout ça c'est important, puisque le but c'est d'avoir un son le plus rond possible. Je ne veux pas avoir un son plat, un peu comme dans un dessin animé, je veux avoir quelque chose de très charnu. Et par ailleurs, cette collecte là, s'inscrit dans un projet tout à fait étonnant de construction d'un château selon les modalités du Moyen-Âge. Oui, alors, je vais repartir un peu en arrière, voilà. Je travaille beaucoup, mon terrain de jeu, c'est le château de Guédelon dans l'Yonne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux aussi dans l'expérimental et ils essayent de retrouver les techniques et les outils qui étaient utilisés au XIIIe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple si on prend une hache qui est fabriquée avec un acier qui sort du bas fourneau, donc de moindre qualité qu'un acier d'aujourd'hui, ça teinte pas en fait, ça sonne pas tout à fait la même façon. C'est pareil pour une enclume. Une enclume médiévale, vous avez tous dans l'esprit, vous avez tous vu les films où on entend une enclume, c'est ting ting ting. Non, une enclume médiévale, elle fait pas ting 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 ting, elle fait toc-toc plutôt. C'est plutôt mat. Et donc le but, c'est d'essayer de se repositionner très exactement au moment où on veut restituer le son d'une époque. Et je vais peut-être même faire écouter un extrait. Alors attends, t'as fait comment ? Je te laisse gérer. Et par exemple, donc ça, la finalité après, c'est pour... Bretèze, ouais. Mais la finalité, par exemple, on va entendre Bretèze. Oui. Donc restitution d'un début de...
Paris au XVIIIe siècle. Donc quelque part, ouais, là j'ai fait comme toi. J'ai recherché les lieux, j'ai dû les resituer pour essayer de les spatialiser et de les donner à entendre. Donc c'est un extrait sur les 6 minutes qui retrace un trajet qui passe par les ponts qui étaient habités à l'époque, et puis surtout la grande boucherie, tous ces métiers qui ont disparu de Paris. Il vaut mieux que je vous les fasse entendre, parce que si je vous les fais sentir, vous fuirez. Et l'habillage visuel? Alors ça, c'est une grande histoire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, en 2013, à travailler sur le projet Bretèze, si j'avais pas un support visuel, la scène était incompréhensible. Donc assez rapidement, j'ai commencé à travailler le son et j'ai dû repasser sur un visuel pour rendre compréhensible le trajet que je voulais donner à écouter. Aujourd'hui, par exemple, pour Notre-Dame de Paris, l'écoute, quand on vient l'écouter à Lyon, on est dans le noir et il n'y a pas de support. Il n'y a plus du tout de support visuel. Il y a eu des grands progrès, je pense que l'effet podcast, il y a été pour beaucoup. Le Covid aussi, hein, certainement, ça a développé un peu plus les oreilles. Mais d'ailleurs, on a redécouvert nos oreilles. C'est des flûtes, il y a des oiseaux dans la ville, nos voisins sont bruyants. Hein. Donc ça a développé ce sens-là, et aujourd'hui, on peut faire écouter dans le noir une fresque sonore, sans doute un peu plus courte que Bretèze, puisque ça fait 4 minutes, mais en tout cas, dans le noir, oui, pas de souci. Je réfléchis comment je rebondis. Tout naturellement. Tout naturellement. Oui, on parlait de technologie, donc pour le coup, je n'ai pas tes moyens financiers peut-être pour avoir tout ce matos. Donc j'ai très peu de micros. Enfin, pour le coup, si on rebondit, c'est plutôt c'est des micros accessibles en fait, à des prix accessibles par tous. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que ce que vous voyez là sous les yeux, c'est donc une application que j'ai mis en place en partenariat. Je vais commencer par ça. Avec l'école Télécom Paris, qui fait partie de Paris-Saclay, qui est donc cette école d'ingénieurs donc à Saclay, qui propose des collaborations avec des artistes. Et donc on s'est rencontrés par pur hasard d'ailleurs lors de la performance sur le bateau le long du canal, hein, n'est-ce pas. Il était sur une péniche, et cette péniche allait devoir bouger pour le concert, et on s'est rencontrés, et comme quoi il y a des heureuses et inattendues rencontres. Et donc il m'a expliqué qu'il pouvait faire un partenariat pour que ses élèves travaillent avec moi sur un projet. Et donc j'étais déjà en train de penser l'idée d'écrire une performance à partir du lancement de Sony. Et j'aimais beaucoup ce glissement d'un lancement à vocation commerciale, hein, et c'était du marketing, et le faire glisser dans le champ des arts plastiques, sachant qu'il y a déjà des artistes qui se sont saisis du Walkman dès sa création pour en faire des pièces. Donc je pense à Willem de Ridder, qui est un artiste hollandais, avait déjà compris le potentiel du Walkman à des fins artistiques. Et donc tout ça en dehors de glissement, j'en suis venue à proposer avec eux la création d'une application qui allait me permettre, en fait, partant du principe que le Walkman aujourd'hui n'est plus utilisé et que le smartphone est assez omniprésent dans notre quotidien, le glissement s'est fait plutôt naturellement. Ils m'ont aidé à créer cette plateforme, cette application, pour orchestrer une dizaine de performeurs avec une 60aine de personnes dans le public, enfin rejouer en fait les configurations du lancement du Walkman avec beaucoup plus de subtilité
je me suis permis beaucoup de liberté dans la réécriture. Donc c'est ce que vous voyez là, l'application. Et donc cette performance a été présentée en septembre dernier aux Nuits Blanches de Kyoto. Donc c'était après ma résidence à la Villa Kujoyama, j'ai pu donc revenir à Kyoto un mois pour préparer cette performance avec donc 10 performeurs japonais, qui étaient plutôt 10 danseuses, danseurs. Donc là vous voyez quelques visuels. Donc j'ai gardé en fait la temporalité de l'événement, le nombre de participants, les actions, mais avec une sorte de réécriture contemporaine. Enfin j'ai porté un regard critique et ironique sur le lancement marketing en fait. Donc par exemple une situation qui ne peut pas fonctionner aujourd'hui, d'écouter à deux de la musique avec des écouteurs filaires. Après Apple s'en est ressaisi, mais qu'est-ce que je peux vous dire sur ce avant de passer à l'extrait. Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'avec cette application, j'ai pu donc chose qui arrive rarement, c'est qu'en fait cette technologie du smartphone, qui encore une fois est une expérience personnelle en fait et individuelle à l'appareil, je voulais en fait qu'elle devienne finalement vecteur à créer une situation collective où comme le lancement de Sony, en fait, j'ai créé bulle dans l'espace public, en fait, avec l'usage des casques. Et ce qui est plutôt assez, enfin, j'allais dire drôle, mais c'était pas drôle ce jour-là, mais il s'est révélé qu'en fait, j'ai subi l'espace public le jour de la performance, puisqu'il s'est révélé que donc, cette performance est accueillie sur le parvis du Ram Theater, qui est vraiment dans Kyoto Centre. Et le même soir, je n'étais pas avertie, mais il y avait un concert de K-pop, donc la musique, même J-pop, parce que c'était plutôt la musique japonaise pop, et du hard rock, donc c'était extrêmement compliqué. Donc moi qui voulais avoir plutôt un regard critique sur les casques, notamment avec une voix off qui accompagne en fait. En fait il y a une voix qui oriente le public, qui dit regardez sur votre gauche, nanani, nanana, regardez sur votre droite, donc j'oriente l'attention conjointe. Et en parallèle, il y avait une sorte de voix off qui venait faire une sorte de remise, qui venait raconter en fait cette histoire du lancement, qui nous rappelait le passé dans le présent. Et finalement, les écouteurs avaient tout leur intérêt pour créer cette bulle collective. Je peux vous montrer un extrait. Il faut que je le chercher déjà. Ah. ソニーが斬新な発表会で示そうとしたのは、自分だけの音楽を聴きながら走ったり、スケートボードをしたり、自転車を漕いだり、ローラースケートをしたり、歩いたりできるということでした。あるいはこう言ってもよいでしょう。自分だけの音楽の世界、サウンドバブルを作り出すのだと。L'intérêt en fait finalement de pouvoir transmettre des instructions qui sont préenregistrées, ça veut dire que l'orchestration est entièrement définie avant même que commence la performance, puisque j'ai dû dispatcher des instructions à 10 danseuses et danseurs, puis à cette voix qui s'adresse au public. Donc c'était vraiment... je vais pas me permettre dans mes idées là. C'était vraiment organisé. Oui, c'était assez... et ça permettait en fait de ne pas faire de répétition. C'est là où je voulais en venir. Ah, oui. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on écrit un script qui va mettre encore des scènes dans un espace public et créer des interactions sociales entre des groupes et d'autres. Et finalement, il peut y avoir déjà aussi l'imprévu, puisque les passants deviennent eux-mêmes performeurs et performeuses à leur insu. Il y avait le contexte sonore spécifique. Il y avait le contexte sonore spécifique, donc il y avait plein de paramètres qui finalement, si l'orchestration pourrait paraître autoritaire, ça ne l'est pas, puisqu'il y a plein de paramètres qui ramènent au contraire de l'aléatoire et du nouveau. Mais c'était donc... je voulais éprouver en fait cette non-répétition. Enfin, oui, ça m'intéressait de me dire que toute personne pouvait finalement devenir performeur, acteur et actrice via un tel dispositif artistique. Voilà. Mylène, est-ce que tu veux rebondir sur ça? Oui, je peux faire écouter l'extrait de Notre-Dame.
Voilà. Ou, Peut-être moi j'aurais une question aussi sur cette proximité, parce qu'en fait, par exemple, le projet Brettez, il est né au musée des Invalides à partir donc d'un certain nombre de travaux pour lesquels vous aviez été sollicité, et puis de fil en aiguille, ça s'est enclenché. Mais justement, en écoutant Lorraine évoquer cette proximité avec les commanditaires, parce qu'effectivement, se sont ouverts aussi de nombreux espaces d'intérêt pour accueillir cette démarche, à la fois dans des processus didactiques, dans les institutions muséales, mais on imagine aussi peut-être dans d'autres espaces. C'est assez complexe, Oui. Parce que comme j'ai créé un objet qui, un peu comme le Walkman, au début on s'est posé plein de questions, enfin moi je ne me posais pas de questions parce que j'étais persuadée que j'avais la bonne idée, mais au tout début, la première expérience c'était bien aux Invalides, c'était pour sonoriser des plans de bataille, et moi je me suis vraiment posé la question pourquoi les musées ne mettaient pas plus de sons dans le musée, qu'à l'époque il n'y en avait pratiquement pas, très très peu. En fait les Invalides c'était le premier musée où il y avait réellement quelque chose autre qu'un film avec du son. Hein. Il faut aussi se remettre dans cette... ça c'était il y a à peu près 15 ans. Voilà, il y a une quinzaine d'années. Et quand je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer, quand j'interrogeais les conservateurs de musée, ils me disaient non, nous on ne veut pas du Walt Disney. Donc c'est pas évident déjà de savoir ce que c'est du Walt Disney et pas du Walt Disney. Puis j'ai fini par comprendre que l'une de leurs missions, c'est quand même une mission à caractère scientifique. Et ce qu'ils ne voulaient pas, c'était du faux. Ce qui a un peu changé aujourd'hui, hein, comme on l'échangeait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on peut sortir du modèle strict scientifique. Mais quoi qu'il en soit, quand le musée il a besoin d'un projet scientifique, c'est du côté de mon travail qu'il se penche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, moi, c'est du scientifique. On a parlé de mon matériel. Alors le matériel que j'ai, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel. Pour certains, il coûte cher, pour d'autres un peu moins cher. Mais c'est aussi parce que je travaille avec un acousticien et que le but, c'est l'encliquage de nos travaux. Et de ce fait, quand on travaille avec un acousticien, on a besoin d'avoir un son d'extrême qualité. Et ce qu'on recherche, c'est vraiment un travail sur la matière sonore. Enfin, je suis seule à travailler sur la matière sonore, c'est-à-dire quelque chose de dense. Tout le monde peut enregistrer, c'est chacun un peu avec son micro, avoir un témoignage sonore. Et à partir du moment où on veut essayer de récupérer des informations pour faire autre chose qu'une projection sonore, on est obligé d'y mettre un petit peu les moyens. Encore que aujourd'hui, avec des moyens un peu plus abordables, puisque tout va très vite. Hein. Ce que j'ai commencé en début d'année, c'est déjà obsolète. Et l'obsolescence, ça va très très vite et on évolue. Bon, c'est vrai que j'ai du matériel, ça coûte plus cher pour diffuser que pour faire une captation en fait. Et puis le dernier point, c'est ce travail de restitution sonore. Pour moi, c'est une autre lecture du passé. C'est-à-dire que ça va ouvrir un angle sur lequel les mots sont tellement pauvres qu'il n'y a pas de description possible. Quand j'ai rencontré Daniel Roche qui m'a dit « mais mon petit », je me souviendrai toujours, qui était un fameux historien. Un très grand historien. Siècle. Donc c'est vrai que je me suis payé le culot de le rencontrer. Donc je suis allée au Collège de France et là il m'a dit « mais mon petit, vous avez une idée fabuleuse parce que ça va donner une autre lecture de l'histoire ». Et voilà, même dans les musées, en fait, là où le cartel il est pauvre en mots, le son habille l'exposition, habille le tableau, habille l'événement que l'on veut, et il faudrait des livres et des livres et des livres, hein, des fois, pour expliquer. Parce que les mots, ils sont pauvres. Parce que mes mots, c'est les miens, c'est mon ressenti. Je dis toujours, quand je travaille avec quelqu'un, comment il est ton bleu ? Et on va s'entendre sur un bleu pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est pareil avec Sciences Dures. Quand je veux travailler avec un acousticien ou un ingénieur, je vais déjà essayer de trouver le même vocabulaire. Si je vais dialoguer avec vous, moi je vais vous dire, ce son-là il est boisé. Mais si ça se trouve, vous allez me dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte ? Ça va pas, il est peut-être poivré pour vous. Hein. Parce qu'il n'y a pas... On a tous notre définition du son.
et du ressenti. Et donc, passer par le son, ça ouvre mais des portes où vous ne pouvez pas savoir. Là, je fais le tri, hein, parce que comme en plus je suis toute seule sur mon segment, je peux me dire « Ah, ça serait intéressant de faire oui, d'accord, mais je n'ai qu'une vie. » Et on va essayer de quand même canaliser les besoins de chacun. Mais ce sont des champs qui s'ouvrent. Parce que l'écoute aujourd'hui, on la redécouvre. On la redécouvre réellement. On la redécouvre via le casque. Alors c'est pas la meilleure écoute pour moi. La meilleure écoute, c'est l'écoute collective, parce que justement on peut partager, que ce soit dans un musée, dans un espace sonore ouvert, ou ici. Parce que vous voyez, là, vous écoutez tous, on aurait pu passer par des casques, mais non, c'est mieux de passer par l'écoute collective. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, pour enchaîner sur une écoute collective, je vais vous faire écouter un extrait de Notre-Dame de Paris, que j'ai spatialisé. Donc, ici, vous ne l'avez pas spatialisé, mais pour avoir ce rendu-là, on va passer par une maquette, et vous allez voir que, normalement, vous allez voir des petites bulles qui vont s'allumer. C'est tous les fichiers son. Donc, il peut y en avoir jusqu'à 1500. Parce que pour restituer une ambiance sonore, je passe pièce par pièce. Restituer ton ambiance sonore, tu as pu jouer avec la composité contemporaine. Moi, si je veux vous faire repartir dans le passé, eh bien, je suis obligée de restituer pièce par pièce tous les éléments qui forment l'ambiance sonore de ce passé. Il n'y a pas de mobilette, il n'y a pas de sirène, et donc je dois retrouver des éléments quelque part purs pour les assembler, ce qui fait que ça demande énormément de temps. Et il y a aussi une phase de scénarisation aussi. Alors on est obligé de scénariser puisqu'on va raconter une histoire. Donc c'est du narratif, mais pas forcément fictionnel, puisque je m'appuie sur des éléments qui sont possibles. Alors il y a des millions de combinaisons possibles. Oui, on fait un choix, et puis on va narrer avec des sons. Comme là, on a vu, c'est le chantier de construction de Notre-Dame. Donc il a fallu retrouver comment étaient les lieux à l'époque. Vous avez vu qu'on était plutôt sur de la berge, que l'île était beaucoup plus étroite, qu'il y avait un petit monticule sur l'est de l'île de la Cité, et puis surtout, il y a juste le chevet, parce qu'on n'a pas encore la nef, en 1170. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Et on va raconter une histoire. Et l'histoire, c'est 4 minutes de ce chantier, où il a fallu, par contre, partir sur de nombreuses hypothèses. Parce que quand vous allez voir les archéologues et vous leur demandez comment ça fonctionne un chantier en 1170, là on a des yeux carrés, parce qu'ils se posent plein de questions sur quels sont les matériaux, est-ce qu'il y a des gens pour travailler, mais jamais sur l'organisation d'un chantier. D'où la nécessité d'aller sur des chantiers expérimentaux. Par exemple, à Guédelon, mais il n'y a pas que Guédelon, j'ai fait d'autres chantiers pour regarder comment on s'installe quand on n'a pas de voiture et qu'il faut, par économie d'énergie, véhiculer des pierres, des bois sur un chantier. Et donc ça, systématiquement, l'instinct revient. Parce que l'économie d'énergie, c'est important, il faut qu'on finisse la journée pas trop cassée, pour plein de raisons, même aujourd'hui. Et on regarde, on observe et on part d'hypothèses. Et aujourd'hui, nous, on était partis sur une hypothèse, comment arriver les matériaux. J'ai regardé les lieux, je me suis dit qu'ils arrivaient par la Seine.
aujourd'hui, c'est attester les matériaux arrivés par la Seine. Donc, et des recoupements qui se font coup par coup. Eh bien, voilà, ce processus autour de cette reconstitution est-il terminé? Maintenant, il va être dans une phase, je crois, de diffusion, d'exposition. Oui, voilà, c'est ça. Déjà en cours, oui. Oui, la performance va se réécrire et se réécrire, toujours in situ en fonction des lieux d'accueil et de l'endroit qu'on choisit. D'accord. Et comment Sony s'est intéressé à ce projet, à sa réception? Oui, alors pour être honnête, j'ai un prénom qui porte à confusion, je crois, sur mon genre, si je suis femme ou homme. Et je pense qu'en fait, Sony, quand on a échangé par mail, ils étaient convaincus d'avoir un petit bonhomme en face d'eux. Et quand je suis arrivée, ça s'est vu dans leur regard qu'ils n'étaient pas contents. Ah. Parce qu'il faut savoir que la place... c'est une discussion, mais la place de la femme au Japon est quand même très très polémique. Donc on a essayé pourtant avec l'Institut français du Kansai, la Yakujuyama, de mettre en place quelque chose, et en fait on n'a pas réussi. D'accord. Mais je vais pas tout... Bon, passons. Mais bon, ce projet, en tous les cas, évolue, continue, et je pense que les prochaines occurrences, finalement, prendront de la distance par rapport au lancement original. D'accord. Vous avez dit qu'il va évoluer aussi en fonction du potentiel de ce que permet le programme, les rencontres. Voilà. Et puis les espaces aussi, où il sera montré. On rebondit juste peut-être pour finir, parce que je sais pas si on a encore beaucoup de temps. Non, mais continuons un peu. Ce qui m'intéressait, donc en même temps que j'ai fait ces recherches sur le Walkman, bien évidemment, j'avais une envie de collecter une iconographie qui est inexistante, qui est peu existante en Europe et en France, pas autant qu'au Japon en tout cas, sur le Walkman. Donc en partant du principe que finalement même la communication officielle de Sony pouvait me donner des pistes de réflexion sur ce produit. Donc je vous ai parlé des magasins d'occasion où j'ai pu donc faire une collecte assez non exhaustive mais quand même immense de revues. Donc j'étais à la recherche de toute publicité, tout support de communication sur le Walkman. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est des revues adressées aux adolescents dans les années 80. Donc Hot Dog Press, Brutus, Popeye, qui sont des magazines, donc on voit l'influence américaine à cette époque-là. Parce que c'est donc clairement influencé par les médias américains et les Japonais s'en ressaisissaient à l'époque, mais bon, je peux rentrer dans les détails de ces sources, mais donc j'ai commencé à répertorier tout ce que j'ai trouvé dans l'idée de réaliser un livre iconographique dans la continuité d'une généalogie des grandes oreilles où je propose d'articuler ma réflexion sur cette écoute dite immédiate individuelle dans l'espace public via l'articulation d'images. Donc je suis en ce moment même en cours d'écriture en fait de cet ouvrage. Donc le Walkman devient une sorte d'appareil, d'élément pivot du livre, mais c'est pas un livre sur le Walkman, c'est vraiment un livre sur cette mobilité sonore contemporaine. Et c'est un livre d'images, on va dire, c'est sur le même principe. C'est un livre d'images, à la différence. À la différence que le premier livre, j'avais invité des auteurs à écrire. Oui, c'est vrai. Là, ce projet s'inscrit dans ma thèse universitaire, donc comme une sorte de nouvelle modalité d'écriture. Mais il y aura quand même, je vais introduire par des chapitres rédigés et d'un registre plus théorique. Et donc voilà, le chantier. Un clin d'œil sur le chantier de Notre-Dame, où alors maintenant Notre-Dame est ouverte, donc allez la visiter, vous la verrez blanche, nous on l'a vue noire, on l'a vu souffrir. La photo que vous avez à gauche, c'est pratiquement 2 mois après l'incendie, donc tout était, ça sentait encore le feu et puis le plomb. Et vous voyez qu'on est en combinaison, donc tout le long jusqu'au mois de décembre. On était obligé de travailler dans des conditions qui n'étaient pas forcément agréables. Déjà parce que sur la combinaison, on est nu, parce qu'il faut qu'on se nettoie.
c'est un environnement pollué. Et puis on était contraint au niveau du matériel. Donc il a fallu repenser entièrement nos façons de capter. C'est comme ça que je me suis tournée moi aussi vers la miniaturisation pour pouvoir aller sur le terrain, enregistrer les gestes des artisans quand ils étaient in situ ou de ce dont on avait besoin. Donc pour cette séance-là, c'était une séance de captation de l'acoustique de Notre-Dame. Et c'est comme ça qu'on avait constaté qu'il y avait une perte de 20% de l'acoustique. Et pour l'occasion, si vous regardez bien, il y a Nono le robot, puisqu'il y avait des espaces qui étaient interdits. Vous avez tout à fait en bas à droite, donc c'est Notre-Dame avec les trous béants laissés par l'effondrement des voûtes. De ce fait, cet endroit-là était inaccessible, interdit. Et alors que nous, on avait besoin d'y aller. Donc on s'était un peu torturé les ménages pour savoir comment aller récupérer ce volume sonore. Et donc on avait Nono le robot qui nous a bien dépanné ce soir-là. Donc on passe aussi, comme vous voyez, avec des plans, des stratégies et plein d'éléments pour faire cette mission d'expertise qui m'a permis d'ouvrir mon champ de recherche, puisque d'initialement paysage sonore, je suis passée sur le patrimoine sonore, puisque j'avais comme mission de récolter les bruits et les sons des artisans qui étaient sur le chantier, in situ ou pas d'ailleurs, parce que si vous pensez que le chantier Notre-Dame était un chantier silencieux, nous on était à 95 décibels, donc c'était quelque chose de très très bruyant. Et puis de fil en aiguille, j'ai ouvert sur du patrimoine un peu moins sonore, mais très important, puisqu'il faut savoir que il y a des métiers qui sont en voie de disparaître, notamment l'horlogerie traditionnelle. On a tout un pan de patrimoine d'horlogerie numérique, avec toutes ces montres informatisées plus ou moins, mais les vieux tic-tac sont en passe de disparaître, puisqu'en 2030, il n'y aura plus de formation. Donc actuellement, avec le projet Chronospédia, on va de musée en musée et d'horloger en horloger pour récupérer ces bruits et ces sons. Donc là, vous avez des petits micros, là vous les voyez, les petits micros de 1,5 mm, ou les surfaciques, on les voit bien. Et puis on va capter ces sons-là pour en faire une panothèque. Donc donner à garder en mémoire tous ces bruits et ces sons. Il faut savoir qu'un bruit et un son qui disparaît, c'est pareil pour les métiers, il faut plus de 10 ans pour qu'ils réapparaissent sous une bonne forme. Donc c'est aussi pour aider à cette mémoire-là. Et la collecte des sons va permettre des formes de transmission. Voilà, la panothèque, elle va permettre de se dire, j'entends ça, c'est peut-être ce mécanisme-là qui est boiteux, ou il n'est pas réglé correctement. Donc voilà, c'est vraiment pour aider à faire un diagnostic fin, avoir un référent. Là, c'est boiteux et là, ça marche correctement. D'accord. Et c'est pareil pour les gestes. Donc le travail consiste à aller dans 3 directions. Une direction de formation. J'ai un bon geste, j'ai un mauvais geste. Parce que la plupart du temps, le maître d'apprentissage, il n'a pas entendu. Non, il n'a pas entendu, parce que s'il avait entendu, je ne l'aurais pas fait. Mais nous sommes dans du temps, d'espace, espace-temps. Donc si je claque, c'est parti. Si je n'ai pas enregistré, ce son-là, il est unique. Il est toujours unique. C'est ça qui fait la beauté du son. Donc c'est capter un bon son, un mauvais son pour donner juste une direction. C'est un fil conducteur, ça sera jamais tout à fait le même, mais on saura si on est bon ou moins bon. Ensuite, c'est pour de la médiation, pour montrer que les métiers du patrimoine, ils peuvent être rudes physiquement, mais en tout cas il y a du plaisir, parce que tous les artisans le disent, ils prennent du plaisir avec leurs sens, et ils travaillent avec leurs oreilles. Et puis la troisième, c'est patrimoine culturel immatériel, troisième axe, c'est-à-dire c'est faire une sauvegarde sensorielle de tous ces métiers-là. On peut essayer de mettre le tic-tac de l'horloge, oui, ça serait pas mal. Ouais. Peut-être avec la diapo.
Et là, on aura explosé le compteur. Donc c'est une horloge lyre. C'était un gros défi. Donc cette horloge lyre, elle a cette spécificité que le mécanisme, c'est le balancier. Donc pour faire la captation, ça a été hyper compliqué puisqu'il ne fallait pas gêner le balancier. Ah bah oui. Mais il fallait le capter. Donc c'est là où le savoir-faire du maître horloger est important. Et il n'y a que lui qui positionne les micros, puisque ce sont des pièces qui coûtent très cher. À votre vicomte, ce sont des horloges qui sont uniques. Et on a eu vraiment cette opportunité de faire le tour de toutes ces horloges magnifiques, chacune avec une problématique particulière qui nous a vraiment bien cassé les pieds de temps en temps parce que je disais qu'on n'allait pas y arriver. Merci beaucoup Mylène, merci Lorraine. Je me tourne vers la salle, il doit y avoir des questions, des interrogations, des envies de partage. Oui, j'ai deux questions. L'une est obsolète et l'autre aujourd'hui. C'est Mylène. Mylène et Lorraine. Ouais. Non, est-ce que, c'est une question que je me suis posée, pour la description des sons, est-ce que les travaux ont été faits par Pierre Schaeffer dans les années perpètes, c'est encore une utilité ou c'est... Alors, tous les travaux ont une utilité. Hein. En fait, les recherches, c'est un empilement de petites briques qui viennent les unes sur les autres, qui s'enrichissent. Donc, c'est rare que l'on parte ex nihilo. Moi, j'ai créé une discipline, mais c'est un peu comme le Walkman. Hein. On part de quelque chose, et puis il y a un moment où toutes les planètes elles s'alignent, et on se dit, ouais, c'est bon, on peut faire de A jusqu'à Z. Donc tous les travaux qui existent, alors moi j'ai des travaux qui s'appuient à la fois sur les travaux musicologiques et puis Schaeffer, et puis des travaux un peu plus, on va dire, sociologiques avec l'autre Schaeffer, hein, la pierre, et puis... et donc voilà. Et après j'ai tous les travaux d'historiens qui ont un peu défriché le travail. Mais moi j'ai rien créé. Je suis toute petite, je fais qu'utiliser ce que les anciens ont Non, fait. je voulais savoir si les travaux de Pierre Schaeffer étaient obsolètes ou si... Non, ils sont pas... Voilà, pour mon travail, moi je vais travailler dans le passé, et ceux de Schaeffer, ils restent sur une période des années 70, donc on est plus sur un monde contemporain. Moi je suis vraiment intéressée à aller fouiller le passé, parce que là, il n'y a pas eu d'enregistrement, il y a peu de témoignages et il n'y a pas encore de réflexions qui sont menées. Mais c'est une bonne somme qui est intéressante. Moi, ça m'a servi pour essayer de comprendre les articulations qu'il y avait dans un paysage sonore. C'était un initiateur hein, quand il a fait ça. Donc voilà, c'est pas obsolète. Hein, le nom du Canadien qui en Murray Schaeffer. Et d'ailleurs, ton travail, ça. à mon sens, se rapproche plus de Murray Schaeffer que de Pierre Schaeffer. Oui, mais pour Pierre Schaeffer, il a travaillé sur l'objet sonore et la façon dont moi je restitue, je travaille objet par objet. Oui, mais après, Pierre Schaeffer, il a quand même l'objet sonore, la vocation qu'on le coupe de la source, production musicale. C'est ça. Alors que Murray Schaeffer était déjà dans l'idée de collecter les sons, de faire des sonothèques, mais pas des sons passés, des sons présents, c'est des sons à l'époque. Ouais. Mais c'est l'alliance des deux qui permet aujourd'hui de se dire on peut travailler dans un axe nouveau. Quoi. Alors ma deuxième question, est-ce que vous avez un lien avec le field recording? Alors, qui Mylène
Bah, je sais pas. Moi, non, j'ai pas spécialement de lien puisque je ne travaille pas sur le présent, sur le contemporain. Donc j'ai pas forcément de lien. Si je vais capter des sons, je vais vraiment chercher des sons. C'est très serré mon Oui, j'ai bien compris, des sons qui n'existent plus. Donc, ils existent encore, puisqu'ils sont pratiqués par des artisans, où je vais essayer de retrouver des lieux où il y a le moins de pollution possible. Donc moi je ne crée pas de son. C'est un témoignage du passé que je vais chercher. Oui, mais c'est oui, justement, en écoutant le premier, là, le paysage sonore, je me suis dit, ah c'est beau. Merci. Je vous en prie, c'est vrai. Mais, et après, je me suis dit, mais si c'est beau, est-ce qu'il y a quand même un petit travail de montage? Est-ce que vous ne montez pas avec une oreille de musicienne? Alors j'essaye de réduire le plus possible la part de création. C'est-à-dire que ce que vous avez entendu sur le premier extrait, ça se situe plutôt entre mai et juin, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, mais avant 1792, et on est plutôt en fin de matinée. J'ai été obligée de récupérer et de resserrer le plus possible la part d'écoute. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que comme c'était quand même pour mettre en appétence des musées, j'allais pas leur présenter en plein hiver quelque chose qui donne de l'effroi. Donc, mais il n'y a pas de poésie. Moi, j'ai pas cherché à écrire une histoire. J'ai regardé tous les éléments qui se déroulaient à ce moment-là. Il n'y a rien qui est faux, c'est-à-dire que on n'entend pas au tout début la grande boucherie et la triperie, mais on l'entend plus tard. Et après, on n'entend plus le marché. Là, on entend le marché, on entend la fontaine. Donc, j'essaie de faire un témoignage le plus scientifique possible. L'agencement des sons, c'est dans la déambulation, ce qu'on va entendre, et j'essaie de respecter ce que l'on entendait, c'est-à-dire ce que j'entends moi aussi. Et si vous êtes dans ma salle immersive, je pousse même un petit peu plus loin, puisque je vais diffuser à la hauteur, au volume sonore qu'on pourrait rencontrer à cet endroit-là. Juste que j'avais un imaginaire un peu plus cacophonique. C'est cacophonique, mais si vous allez sur un marché, c'est cacophonique un marché. Oui, non, mais là je ne l'ai trouvé pas cacophonique, c'est ça pour ça que... Ah, vous ne l'avez pas trouvé cacophonique? C'est peut-être par la diffusion, je ne peux pas vous dire. Moi je travaille en spatialisation, donc après... Sinon, c'était juste puisque vous travaillez dans le passé, je pensais, est-ce que vous pourriez reconstituer le carrefour de l'Odéon tel que Pérec l'a décrit? On peut toujours essayer. C'est un passé proche, mais ça... Ma période de prédilection jusqu'à présent, c'est du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Nantes en 1900. Donc ça vous laisse le choix. Ça vous laisse le choix. Merci. Et qu'est-ce que vous avez comme source au IIIe siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, il y a beaucoup de sources, des gravures, et puis il y a quand même des écrits, et puis tout ce que les archéologues ont trouvé, qui permettent de comprendre et de nourrir la réflexion. Je leur pose autant de questions que me posent des questions, et je rapporte parfois des réponses, donc c'est intéressant d'avoir ces témoignages-là. C'est un peu moins littéraire, on va dire, mais parfois, oui, on peut trouver. Hein. On peut trouver. Mais il y a beaucoup de... En fait, ils ont beaucoup de témoignages administratifs, donc ça nous donne des informations sur le métier, leur localisation, ce qu'ils avaient. Excusez-moi, je peux vous entendre dire que vous étiez la seule à faire ça? Oui. Vous avez la chance, hein. Et puis vous avez 100% d'équipe en plus, alors vous voyez à peu près. Nous, on a la chance, mais vous, ça m'étonne que d'autres personnes aient pris un peu sinon, le travail et envie de faire la même chose, parce qu'il y a tellement de... Après, sous cette forme-là, je suis seule à le faire.
J'aimerais bien transmettre. Si j'ai eu l'argent pour acheter du matériel, j'ai pas d'argent pour avoir de la RH. Voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Dans les compositeurs qui regardent pour aller vite. Alors à l'IRCAM, ils viennent me voir parce que je fais pas de la composition. Oui. Donc voilà, c'est un traitement du son qui est différent, qui est vraiment différent. Et oui, ils viennent me solliciter. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'ils s'intéressent à ça, enfin ce genre de choses maintenant, avant pas du tout. Mais moi je connais les jeunes compositeurs qui font du field recording, qui enregistrent les nuits entières, tout un tas d'oiseaux, d'insectes, tout ce que vous voulez, et qui à partir de ça font des partitions. Oui, ça c'est assez récent. Oui, ils font des partitions. Je fais des restitutions. Non mais ils font des partitions pour instruments, je veux dire. Ils se servent des rythmes. Oui, il y a des... En fait, c'est très intéressant parce que vous avez des synchronisations qui apparaissent sur des chantiers et qui disparaissent sans qu'on comprenne juste pourquoi. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une rythmique qui se met en place. Par exemple, sur Gaillon, si vous allez visiter, vous avez les écarisseurs qui travaillent, puis d'un seul coup, à l'unisson, on entend les tailleurs de pierre qui ne sont pas du tout sur la même localisation, et ça fait comme un orchestre. Et puis d'un seul coup, ça se désynchronise sans qu'on sache juste pourquoi ça se désynchronise. Et oui, ça fait c'est des concerts, hein, mais la ville, elle bruisse de synchronisation et de désynchronisation. C'est parce qu'on n'y fait plus attention, hein, c'est tout. Non, moi je veux dire, c'est relativement récent que si vous aviez parlé de ça à Boulez, je pense que vous auriez claqué la porte. Mais dans les jeunes compositeurs s'aperçoivent qu'il y a des potentialités dans les sons environnants, disons, soit de la ville, d'une forêt, d'un paysage. Oui, mais c'est parce que les façons d'enregistrer, elles sont aussi différentes. Parce que là, par exemple, moi, tous les micros que j'ai, je les ai détournés, les micros. Donc on ose prendre les micros, les sortir de leur cocon des salles de concert pour y aller franco, hein, franchement. Oui, puis ça a beaucoup évolué. Vous avez des petits micros, les MENS, qui sont tout petits, on peut les glisser n'importe où. Hein. Voilà, peut-être pouvons-nous poursuivre ces moi j'avais juste une question, oui. pardon. C'était justement sur cette histoire des micros, pardon. Non. Ça m'a beaucoup intrigué ce que vous avez décrit sur la captation des sons sur les tailleurs de pierre. Et je voulais vous poser la question de l'écriture après du son que vous faites à partir de, quand vous dites par exemple la captation la plus fine c'est 25-30 micros, qu'est-ce que vous faites avec je sais pas, avec tous les micros? Oui, voilà, avec les 30 pistes que vous avez. Eh bien, déjà, pour avoir un son comme l'entend l'artisan, moi je vais les regrouper et les spatialiser. Parce que le but, c'est de se remettre dans la position. Donc vous les réenregistrez après. Ah non, moi je réenregistre pas. En fait, tous mes sons, ils vont être... je vais enlever le blanc avant la captation. Je prends un geste au complet. S'il faut percher pendant 1 heure, je vais pas percher pendant 1 heure. C'est très pénible, mais je le fais. Parce que l'artisan, il a sa façon de travailler et puis il a un rythme. Il a des montées et des descentes dans son rythme, il a de la fatigue lui aussi, et ça change le son. Et quand je fais une captation qui est à l'intérieur et à l'extérieur, donc aérienne et sur la matière, c'est resynchronisé. Et ça, vous allez entendre la totalité, comme l'artisan en fait. Mais vous, au niveau de votre oreille, vous ne l'avez pas. Donc si je veux vous faire écouter ce qu'entend l'artisan, je suis obligée de dissocier ce qu'il entend et ce qu'il ressent. C'est pour ça que j'ai des captations qui sont à différents niveaux. Parce que lui, son oreille, quand il est sur un métier à tisser, par exemple une rubanière comme sur les 25 micros, où j'ai dispersé mes micros, il va entendre s'il y a une clavette qui ne va pas. Donc moi, il faut que j'y pose mon micro pour que le travail de son oreille soit présent dans mon enregistrement. Vous comprenez? C'est vraiment pour faire ce travail-là. Sinon, je mets 3 ou 4 micros. C'est pas... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'entend l'artisan? Qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui lui apporte une information?
Le son, je ne le traite pas comme un son commun, je le traite comme une information. Qu'est-ce que ce son apporte comme information? Est-ce qu'à l'intérieur de la pierre, à un moment donné, il va entendre la faille? Oui, il l'entend. Donc je suis obligée de mettre mon micro. Mais vous n'allez pas l'entendre. Mais lui, il l'entend. Et donc après, quand on va récupérer, on peut le voir avec le sonogramme, quand il y a une faille dans la pierre. Mais c'est parce qu'on va le voir. On ne va pas l'entendre, mais lui, son oreille l'entend. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'enregistrer pour éduquer l'oreille de l'apprenant. Et qu'à un moment donné, il va affiner suffisamment, à force d'entendre. C'est un apprentissage, c'est comme l'écriture. Si vous faites des lignes de A, au bout de 100, 200, 300 A, vous allez faire un superbe A. Alors qu'au début, il ne sera pas bien, il ne sera pas joli. C'est clair? Oui. J'aime bien le son. Je suis désolé, on va vraiment devoir libérer cet espace, mais la discussion se poursuit. Merci beaucoup Mylène, merci beaucoup Laurel.